Moi, je dirais qu'il s'agit d'un bilan mitigé, puisque d'abord, c'est une tournée. Première tournée de M. Staffan de Mistura depuis sa nomination par le secrétaire général des Nations Unies, ça d'une part. Donc, il a commencé à faire ses contacts. Et je dirais que, globalement, je crois qu'on ne peut tirer un bilan juste par rapport à ses premiers contacts. Moi, je dirais qu'il vient, ou qu'il est venu juste pour tâter le terrain et peut-être préparer d'autres rencontres. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas de négociations, mais plutôt de pourparlers. Et on le sait, l'Algérie qui disait qu'elle n'était pas concernée par le conflit, alors que la résolution 2602, nous y reviendrons, l'avait interpellée afin qu'elle participe activement à chercher, avec les autres parties prenantes, si vous voulez, une solution politique. Mais moi, je dirais que globalement, il s'agit juste d'une étape préliminaire qui devrait, par la suite, aboutir à quelque chose un peu de concret. Mais je reste quand même assez sceptique quant à ce mandat qui est conféré à M. Staffan de Mistura. Alors, d'abord, diplomatiquement, il faut rester quand même réaliste pour ne pas dire optimiste, donc ajuster les voiles. Le Maroc, officiellement, s'inscrit dans le cadre de cette logique, et cette logique, bien entendu, consiste à espérer que le processus onusien, exclusivement, aboutirait à des résultats tangibles, bien entendu, toujours en s'adossant au plan marocain d'autonomie. Alors ça, d'une part. D'autre part, comme je l'ai dit, il faut être réaliste, partir de la situation actuelle qui est extrêmement tendue, avec un relatif apaisement, ne serait-ce que dans les propos tenus par les autorités algériennes. Il n'y a pas que l'Algérie, mais il y a aussi la Mauritanie, et on le sait, le contexte régional est tendu à la lumière de plusieurs problématiques connexes, la question au Sahel, les groupes terroristes, l'impact de la Covid-19, etc. Alors ce qu'on peut dire, c'est suivre un peu les discussions au niveau du Conseil de sécurité et les contacts qui vont être menés par la suite par M. Staffan de Mistura, l'envoyé personnel de M. le secrétaire général des Nations Unies. Comme je l'ai dit, CNS, moi je reste, je dirais, réaliste, puisque déjà, l'ancien, M. Koller, l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, qui était aussi envoyé personnel, mais qui a démissionné, il avait également un certain charisme, une certaine aura, comme d'autres d'ailleurs avant lui. Mais vous voyez, si on remonte un peu loin, parce que l'histoire nous éclaire, et il y avait un ancien envoyé personnel qui disait que finalement, le Maroc est aux côtés de lui la légitimité. Donc politiquement, sa proposition, sa démarche est remarquable et opérationnelle. Donc quand bien même il y a toute cette bonne foi, ou si vous voulez, l'aura de l'envoyé personnel, le problème c'est la réalité géopolitique de terrain. Et je le répète, avec toute la bonne foi du monde, tant que l'Algérie s'entête dans sa politique, encore une fois, qui tourne le dos à tout ce qui est un vent d'optimisme qui plane et qui sort surtout de la démarche de l'ONU, et notamment la dernière résolution 2602, tant que l'Algérie s'entête dans cette démarche, eh bien, toute tentative de ce genre de médiation est hélas vouée à l'échec. Je crois qu'il y a deux versants dans cette question-là. Premièrement, historiquement parlant, l'Algérie est impliquée, moi je dirais quasiment directement, dans ce conflit depuis au moins 1975, au moment de la conclusion de l'accord de Madrid, c'était en novembre, l'accord tripartite entre le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie. Et depuis lors, l'Algérie avait abrité un mouvement séparatiste qui a été créé en 1973, on le sait, mais qui l'a armé, surarmé même, et avait soi-disant abrité une république fantoche. Donc là, l'histoire contre et contredit justement cette prétention de l'Algérie qui consiste à dire, selon ses propos même, qu'elle n'était pas ou qu'elle n'est pas impliquée, mais elle est intéressée par le conflit qui se passe sur ses frontières, si vous voulez. Deuxièmement, moi je ne sais pas qu'est-ce qui a abouti à la suite des contacts que M. Staffan de Mistura a eus avec les autorités algériennes, mais je peux déduire que globalement la position algérienne ne va pas changer d'un iota. Elle va dire que pour nous, c'est leur affaire. Ce qu'on peut faire tout simplement pour nous, c'est d'être neutre.
alors qu'en réalité, on sait très bien que la position du Polisario est strictement alignée sur la position officielle d'Alger. L'Algérie, pour elle, l'affaire du Sahara est une affaire juteuse. Donc ça lui permet de détourner l'attention de l'opinion publique sur les véritables problèmes socio-économiques, tout ce que vous voulez sur le plan interne, avec un Irak qui a certes été bridé par la Covid-19, mais toujours est-il qu'il y a des convulsions qui sont un peu, comment dirais-je, écrasées, elles sont là, et ça lui permet, encore une fois, sur le plan de la géopolitique, de gagner peut-être quelques points. Mais nous remarquons à la suite des questions débattues au sein de la Ligue arabe et normalement la prochaine réunion qui devrait se tenir en Algérie, qu'elle est un peu contre le mur, vous voyez. Donc elle va à contre-courant d'un esprit général, moi je dirais un consensus général qui consiste à soutenir la démarche marocaine. Et il ne faut pas que l'Algérie se convertisse en un État qui bride toute initiative de nature, au moins à déclencher les initiatives et libérer les énergies positives pour aller vers une intégration maghrébine peut-être, ce pourrait être un horizon lointain, sinon aussi sur le plan arabe, parce que nous avons besoin de conjuguer nos efforts et dépasser les conflits actuels. Moi, je crois que les États sont des, comme on le dit en économie, sens économique, des homo economicus. Ils calculent, et les États font de la pondération. Ils savent très bien aujourd'hui qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se trame, quelle est la politique, même voilée par un pays ou par un État. Ceci dit, il y a d'abord une chose, il ne faut pas que les autorités algériennes se contredisent avec ce qu'elles disent, ce qu'elles expriment. La non-émixtion, non-ingérence dans les affaires intérieures des États doit d'abord se faire, comme on dit, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Premièrement, c'est une affaire de souveraineté. Le Maroc a le droit d'avoir les relations avec n'importe quel État qu'il juge stratégiquement intéressant pour ses intérêts, évidemment dans une démarche de réciprocité, et cela ne devrait pas cacher les véritables problèmes. Moi, je crois que c'est une tentative vaine, à mon sens, d'externaliser les véritables problèmes, d'accord, et c'est-à-dire le caractère un peu, je dirais, l'irritation des autorités algériennes à la suite de la reprise des mécanismes de coopération avec Israël et la reconnaissance américaine, avait tout simplement montré qu'en réalité, le Maroc a un problème non pas avec les séparatistes du Polisario, mais avec un problème, ou un contentieux, je dirais, avec l'Algérie. Tout à fait, vous avez raison, CNS, de dire que depuis 1960, la reconnaissance ou la proclamation de la République islamique mauritanienne et son admission au sein de l'ONU, parce qu'il faut rappeler que toujours il y a des racines historiques à des situations actuelles. Le Maroc considérait toujours la Mauritanie comme faisant partie de son territoire jusqu'en 69, où il avait reconnu, et donc du coup, vous voyez, la mémoire un peu collective mauritanienne va vers cet historique qui pèse encore sur les élites actuelles. Plus tard, la Mauritanie, il ne faut pas l'oublier, pour les téléspectateurs, qu'elle était plus ou moins partie directe dans le conflit, puisque elle avait des revendications. Elle était avec le Maroc dans le cadre de l'avis consultatif de 1975, qui a été rendu en octobre par la Cour internationale de justice, jusqu'en 1979, sans retrait, mais elle s'en est retirée parce qu'elle a subi les coups militaires des séparatistes soutenus par l'Algérie, mais aussi la Libye, il ne faut pas l'oublier. Donc plus tard, il y a eu une évolution en dents de scie. Parfois, la situation même et la nature du régime politique mauritanien, qui fondamentalement, c'est un régime qui est dual, parce qu'il y a les militaires, mais il y a également les civils, vous voyez. Donc parfois, il y a des coups d'État, quand bien même il y a une expérience en termes de démocratie qui est, moi je dirais, en cours de consolidation, d'accord? Mais le voisinage immédiat du Maroc fait que nous devons absolument chercher des compromis durables avec ce pays qui est, je crois, un pays très important sur le plan géostratégique. Et c'est un pays qui participe au dialogue aussi méditerranéen à partir de 1997, ce qui fait qu'on ne peut pas espérer ou souhaiter plus que les Mauritaniens peuvent faire, puisque même la composition sociologique du pays fait qu'il y a beaucoup de liens avec les Sahraouis qui sont séquestrés. Donc la Mauritanie maintient toujours sa reconnaissance de la prétendue RASD depuis 1984, et c'était d'ailleurs l'année où il y a eu un coup d'État, où Mouawiya Sidi Ahmed Taher était venu par la suite. Et vous voyez, donc géographiquement, historiquement, sur le plan géopolitique,
l'influence de l'Algérie, le contexte régional fait que la Mauritanie est contrainte d'adopter une sorte de profil bas et d'une approche un peu, je dirais, qui est implicitement trahit peut-être une sorte de neutralité, mais je dirais qui se penche plus vers l'autre côté. Voilà. Moi, je crois qu'il y a plusieurs motivations qui peuvent expliquer ce genre de déplacement. C'est tout à fait normal dans la vie d'un État, d'un président qui doit avoir des relations normales avec son voisinage, non seulement avec l'Algérie, mais avec le Mali, mais avec aussi le Sénégal, il ne faut pas l'oublier. La Mauritanie est aussi un pays atlantique, ça d'une part. D'autre part, c'est Mohamed Ould Ghazouani, voilà, exactement, l'actuel président de la Mauritanie. Moi, je crois que sa position est dictée par la nécessité, d'abord d'éviter un affrontement peut-être avec l'Algérie, du moins à titre implicite. Je crois qu'il est dans une situation un peu délicate. Il y a des rendez-vous qui sont déjà affichés, comme la prochaine rencontre au niveau, enfin le sommet au niveau de la Ligue arabe, sur lequel planent beaucoup de doutes aujourd'hui. Mais alors, difficile de rentrer dans la tête, si vous voulez, des décideurs mauritaniens qui se sont succédés. Mais je tiens tout simplement à souligner qu'il y a des liens historiques très forts entre la Mauritanie et le Maroc. Et de toutes les manières, c'est un pays qui est cité dans les résolutions du Conseil de sécurité, puis du voisinage, qui doit contribuer, lui aussi, activement dans la recherche et facilitation d'une solution politique. Il y a deux niveaux, à mon sens. Le premier niveau, c'est un peu non pas la stupéfaction, mais du moins un peu la surprise. On s'était dit, tiens, s'abstenir de voter pour la résolution 2602 et s'aligner aux côtés d'autres pays, peut-être la Russie, qui avait aussi des raisons de prendre ou d'adopter cette position. Et ensuite, il y a cette visite, d'ailleurs, qui a fait couler beaucoup d'encre du président algérien, avec ses 300 millions d'euros ou de dollars qui ont été versés. Et d'ailleurs, ce qui avait occasionné beaucoup de réactions opposées et adverses de Tunisiens, des intellectuels qui ne voulaient pas que la Tunisie s'embrase ou plonge dans ce genre de situation, puisque, comme le disent un certain nombre d'intelligentsia tunisiens, qu'ils ont besoin plutôt d'accords de coopération pour consolider la coopération bilatérale entre les deux pays, construire des autoroutes, des aéroports, etc. Ça d'une part. D'autre part, la situation politique, comme vous le savez, de la Tunisie est aujourd'hui problématique. Après la suspension de la Constitution, le Parlement, le président actuel, il confond tous les pouvoirs, etc. Il y a une agitation, il y a beaucoup d'emprisonnement. D'accord ? Par conséquent, la situation de la Tunisie, à mon sens, doit être lue à la lumière du contexte sociopolitique extrêmement tendu aujourd'hui en Tunisie. Et l'actuel président, Kais Saied, cherche peut-être des soutiens, mais je crois que c'est juste une fuite en avant. Traditionnellement, les relations entre le Maroc et la Tunisie étaient très très bonnes, et je crois que c'est passager aujourd'hui. La Tunisie reviendra à la raison plus tard. Il y a une dialectique, à mon sens, à un double niveau. Le premier niveau, c'est d'abord la donne interne. Vous savez, le Maroc promeut depuis longtemps, grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une politique de développement global et intégré au sein des provinces du Sud. Et, comme vous le savez bien, le Conseil économique, social et environnemental avait adopté, ou plutôt édité des études dans le cadre d'un modèle de développement original qui a été mis en branle depuis au moins 2015. Au Sud, il y a une transformation de la physionomie régionale sur le plan territorial de nos provinces. Donc l'évolution serait positive dans le sens où, si on développe les provinces du Sud, par exemple, multiplier les noyaux universitaires, les projets qui sont annoncés, l'autoroute Tiznit, Dakhla, etc., la mise en valeur des aéroports, etc., et va tout simplement rendre le territoire attractif, plus de consulats qui vont s'ouvrir, évidemment projection géoéconomique américaine, etc., d'autres pays qui peuvent emboîter le pas à ce grand pays comme le Royaume-Uni, ce qui fait que la donne interne va nécessairement avoir des impacts positifs sur le dossier. Ça d'une part. Mais d'autre part, il faut également que l'État s'investisse dans le cadre de communication avec les jeunes, les femmes, etc., l'inclusion, l'approche associative. Ça d'une part. Alors,
Par ailleurs, en ce qui concerne le contexte extérieur, bon, il y a la tension certes avec l'Algérie, mais qui devrait par la suite être dépassée parce que logiquement, on ne peut pas admettre le maintien du statu quo. Moi, j'envisage qu'au niveau du Conseil de sécurité, il faut qu'il y ait une certaine audace. Il faut que le Maroc plaide pour que finalement le plan marocain d'autonomie soit adopté comme base exclusive pour aboutir à une solution politique parce que, au final, c'est un conflit, si on le maintient, bride toutes les initiatives pour rendre un peu l'Afrique du Nord, on va dire, prospère, parce qu'il y a nos vis-à-vis européens, on peut parler de ça, l'Espagne, l'Allemagne, la France, et également le contexte subsaharien. Voilà. Non, moi je ne pense pas que ça soit une ambiguïté. Mais moi, je dirais plutôt c'est une continuité, ça se comprend, vous savez, parce que l'héritage de M. Donald Trump, il faut le dire, est extrêmement lourd, parce qu'il y a des problématiques judiciaires, etc. Mais c'est une déclaration, celle de décembre 2020, qui a été actée, consolidée au sein du registre fédéral. Donc, parallélisme des formes, il fallait que le président adopte peut-être une décision formellement opposée et qu'il efface les traces de ce que Trump avait fait. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, le 20 janvier, c'est la date de l'investiture du président américain. C'est en 2021. Donc, il achève une année. Mais je dirais une certaine réticence peut-être à exhiber un soutien apporté au Maroc. Et ils savent très très bien, vous savez, les Américains, qu'ils soient les républicains, que ce soit même les démocrates, on s'en souvient, avec M. Bill Clinton, avec Hillary Clinton, d'ailleurs, qui était la première dame et qui était secrétaire d'État, que cette attitude, tout simplement, ça se comprend, compte tenu de l'héritage, je l'ai dit, de M. Donald Trump, mais on suppose, d'après les dernières évolutions, que la reconnaissance américaine était irréversible. Et là, pour l'actuelle administration, ce serait une sorte d'investissement sur lequel ils peuvent avoir des retours par la suite. C'est une activité normale et on connaît que généralement il y a un problème de perception de l'autre et il y a également des actions qui sont menées de subversion, moi je dirais, et de nuisance qui sont perpétrées ou orchestrées par les adversaires malheureusement dans notre cause légitime à tous les niveaux, d'accord? Mais ce qu'on doit faire, c'est tout simplement se remobiliser, encercler ce genre d'initiative, expliquer, communiquer et marteler, d'accord, dans toutes les tribunes possibles et utiliser également des vecteurs qui sont innovants. Par exemple, je vois que l'utilisation de l'anglais est très important et c'est très important et en même temps la communauté marocaine aux États-Unis, non seulement la communauté musulmane, mais également les Marocains de confession juive. Voilà. Bon, alors, premièrement, rappelons que récemment, donc le 17 janvier, le roi Philippe VI avait, dans le cadre de la conférence des ambassadeurs, dit des mots à l'adresse du Maroc et de Sa Majesté, comme quoi nous avons besoin de nouveaux piliers pour aller de l'avant et fonder une nouvelle relation stratégiquement parlant. Et ça a été relayé par le chef du gouvernement, M. Pedro Sanchez, qui a reçu, il ne faut pas l'oublier, le chancelier allemand, Olaf Scholz. Donc, aujourd'hui, il y a de nouvelles perspectives qui planent à l'horizon. Nous attendons bien entendu que l'ambassadeur marocain, l'ambassadrice marocaine, Mme Beniaïch, rejoigne son poste, je crois, incessamment. Et ceci dit, ce flou commence à se dissiper progressivement. Il y a certainement des problématiques qui sont toujours là, la question de la délimitation maritime, statut de Ceuta, Melilla et les îles avoisinantes, question d'immigration, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, et à partir de la crise qui s'est déclenchée il y a quelques mois, que l'Espagne, d'abord, a tiré les enseignements qui s'imposent, même sur le plan géoéconomique, et que le Maroc a lui aussi, il faut le dire, besoin d'une profondeur géostratégique en Europe qui passe par l'Espagne, parce que c'est notre vis-à-vis immédiat et nous avons beaucoup à construire avec ce grand pays qui est extrêmement important pour le Maroc.
C'est ce qui se construit aujourd'hui. Et je crois que le Maroc a changé de paradigme, ou a changé de fusil depuis il y a longtemps. C'est grâce aussi à la persistance, mais également à l'insistance de Sa Majesté le Roi, depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'il y a des lignes rouges. Vous voyez, une relation d'égal à égal, oui, parce que nous sommes dans un tournant aujourd'hui. Le monde a changé, vous voyez, on parle même d'une nouvelle ère, l'anthropocène, l'homme qui agit sur la nature. Donc les paramètres ont changé, les règles du jeu ont changé, et nous devons précisément partir de ce constat aujourd'hui. Nous ne sommes plus au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle, 2022. Donc il y a là, je crois, toute une, comment dirais-je, une nouvelle page à ouvrir, dans le sens où la réciprocité devrait guider l'action des décideurs de part et d'autre. Ce qui se dit au Maroc vaut aussi pour les autres pays, notamment africains. Je crois, oui, et ça va continuer, ça ne va pas disparaître. Ça peut être atténué grâce, je l'ai dit, à une politique proactive du Maroc, parce que nous devons aussi développer des actions de type culturel, et dans le cadre de la diplomatie publique, pour atteindre des souches de la population espagnole, parce qu'il y a un problème de perception, vous voyez. Et l'Espagne, c'est un État des régions, comme on dit, c'est un État autonomiste. Il y a les Catalans, il y a l'Andalousie, il y a les îles Canaries, etc. Donc, par conséquent, vous savez, par un discours adressé directement à ces populations, à la société civile, mais vous savez, en même temps, il faut agir sur d'autres leviers universitaires, journalistiques, académiques, le monde des affaires, etc. C'est un travail de longue haleine parce que, précisément, compte tenu de l'implication directe de l'Espagne dans le déclenchement du conflit sur le Sahara marocain, précisément depuis son établissement sur ce territoire en 1884, vous voyez, et on peut revenir à des déclarations de le roi Hassan II qui disait cela d'ailleurs, mais on peut tout simplement aujourd'hui tabler sur une évolution positive, mais il faut absolument que nous affûtions nos armes, et notamment pour dialoguer profondément avec la société civile espagnole. Elle est indirectement, puisqu'elle fait partie de ce qu'on appelle les Amis du Sahara, on parle du Sahara occidental entre guillemets, aux côtés des 5 pays permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Ça, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, on voit quelque part que, compte tenu de la situation, l'Espagne va prendre acte, comme on dit, de la centralité du plan marocain d'autonomie. Maintenant, la question sur le plan de la diplomatie, comment pousser l'Espagne à s'aligner, on ne va pas le dire ouvertement, mais au moins se rapprocher de cette proposition marocaine, puisqu'on ne peut concevoir une alternative en dehors de ce plan marocain d'autonomie. C'est cela, à mon sens, le véritable challenge pour les responsables marocains. Moi, je crois qu'il caresse un peu dans le sens du poil, puisque vous savez que l'Espagne a elle aussi un problème avec les Anglais au sujet de Gibraltar. Et nécessairement, vous le savez, les Américains, sur le plan géopolitique, géostratégique, accordent un grand intérêt au passage. Gibraltar, vous voyez, c'est extrêmement important, où se rencontrent la Méditerranée et l'Atlantique. Et l'Espagne avait également des relations historiquement tendues avec les États-Unis, on s'en souvient, enfin on s'en souvient historiquement dans les annales. 1898, il y avait une guerre entre les Espagnols et les Américains, et puis une Espagne aussi qui voudrait peut-être avoir des soutiens américains par rapport à ses projections. Et de là, on peut comprendre que lorsque des intérêts se rejoignent, s'entrecoupent, il y a une espèce d'intersection, on pourrait escompter peut-être une certaine position par rapport à des questions vitales pour le Maroc. Mais c'est ainsi que je lis l'attitude ou le comportement, ou encore les dires, de l'actuel ministre des Affaires étrangères espagnol. Il se peut qu'il y ait déjà des actions internes en Allemagne qui sont, si vous voulez, menées par des acteurs politiques ainsi que d'autres éléments, que ce soit au niveau de la Bundestag, c'est-à-dire, vous voulez, l'Assemblée nationale allemande, ou Bundesrat, parce qu'il y a également les parlements régionaux qui sont représentés. Et j'ai suivi un peu les tensions depuis le départ. Il y avait des hommes de bonne volonté
même d'origine arabe ou marocaine, mais qui ont la nationalité allemande, qui ont agi dans ce cadre-là. À l'époque, les élections législatives étaient en cours de préparation de septembre 2021, donc en amont, parce que le problème s'est déclenché, je crois, en mars 2021, donc il a duré plusieurs mois, plus de 7 mois. Et ceci dit, l'actuel gouvernement voulait certainement se démarquer par rapport à son prédécesseur. Il y avait peut-être aussi des contacts qui étaient menés entre le Maroc et l'Allemagne. Ça va de soi, puisque la porte de la communication n'est jamais fermée quand les relations diplomatiques sont toujours maintenues. Ceci dit, je crois que l'Allemagne a pris le temps d'analyser la situation. Donc l'actuelle, c'est une coalition en fait. Il faut les sociodémocrates, il y a les Verts, les libéraux, ont considéré que le Maroc, géographiquement, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, est extrêmement important en tant que partie intégrante de l'Afrique du Nord, du Maghreb, du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, selon cette appellation américaine. Vous voyez, et il était tout à fait naturel que l'Allemagne change de comportement si elle veut promouvoir une politique, moi je dirais, de consolidation de son partenariat multidimensionnel avec les pays du Maghreb, notamment le Maroc. L'Espagne, c'est un peu le fond latin, avec le Portugal, l'Italie, la France, alors que les Allemands, les Germains, si vous voulez, c'est une histoire qui est autre. Et même les pays au sein de l'Union européenne, ils font partie de l'Union européenne, mais ils ont des différences géoculturelles. Moi, je crois que le plus important pour le Maroc, c'est de prendre en considération les subtilités et les différences, si vous voulez, culturelles, qui finalement sont enrichissantes. Et quelque part, cela devrait nous pousser à anticiper d'autres réactions potentielles. C'est vrai que les problèmes sont différents, ils ne sont pas les mêmes. Quand bien même ce qui a poussé le Maroc à adopter une attitude, moi je dirais offensive, c'est la question des lignes rouges à ne pas dépasser, ça va de soi. Mais encore une fois, cette attitude, cette politique, cette stratégie avait porté ses fruits. Finalement, quand vous défendez une cause, que vous voyez que tout le peuple pratiquement est autour de cette cause, à ce moment-là, je crois que l'autre tire les leçons qui s'imposent à un moment donné, même en relations internationales, on le dit, il y a ce qu'on appelle la théorie constructiviste qui est au cœur d'une démarche qui tient en considération la culture, les identités, l'intersubjectivité des acteurs, etc., devrait être présente quand on négocie avec l'autre à des fins consistant à défendre nos intérêts. Moi, je ne dirais pas belliciste, je ne dirais pas non plus antagoniste, mais je dirais c'est une approche qui est offensive, d'accord, ne pas rester en train de subir des conséquences d'un mauvais comportement, parfois des comportements qui sont maladroits ou encore par inadvertance. On peut tomber dans des erreurs d'appréciation parce que le monde politique reste quand même assujetti à beaucoup d'aléas. Mais ce qui est certain, c'est que le Maroc marque son territoire. Aujourd'hui, il a énormément exploré ou testé des politiques de type trop de flexibilité, parfois un profil bas, on essaie un peu de laisser le temps de corriger certaines choses. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est fondamental de croire en le bien fondé de nos positions, à défendre bec et ongle, comme on dit, mordicus. Il va du maintien de la cohésion sociale et tout simplement l'histoire atteste que le Maroc est sur la bonne voie. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Moi je dirais ontologique, c'est Anas. Si je suis là dans le cadre des locaux de l'Opinion d'abord, je vous félicite pour ces nouveaux locaux. Je vois une équipe jeune qui est aux aguets, à pieds joints, comme on dit, pour consolider les acquis. Et si je suis là, c'est pour soutenir ce genre d'initiative. Et on va dire, ce passage, cette transition vers le numérique, dans le cadre d'une révolution digitale, ne peut qu'apporter des éléments positifs aux téléspectateurs, auditeurs, aux lecteurs aussi. Et je ne puis que vous encourager, vous souhaiter une bonne continuation dans cette lancée. Voilà. Et merci pour l'équipe technique mobilisée pour réussir ce genre d'entretien.